tous dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine consacrée aux juridictions spéciales en Afrique, notre dossier du jour s'intéressera au procès Hissène Habré. Le tribunal de Dakar a-t-il rempli son rôle? Eh bien, nous en parlerons. Au sommaire également, une plainte a été déposée auprès de la Haute Cour de justice tchadienne par le Parti socialiste sans frontières contre le président Idriss Déby Itno. Et puis un calendrier pour la mise en œuvre des mesures issues du dialogue politique est toujours attendu au Gabon. Avec nous sur ce plateau pour en parler, notre éditorialiste Alfred Chongo. Bonsoir Alfred. Très ravi de vous retrouver autour de ce plateau, Graziella, et puis mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Tout de suite, c'est l'info du jour. C'est une attaque frontale. Le Parti socialiste sans frontières, parti d'opposition au Tchad, a déposé une plainte contre le président Idriss Déby Itno. Elle fait suite à une interview au cours de laquelle ce dernier affirmait avoir été obligé de se maintenir au pouvoir. Explication dans ce reportage de Mahama Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, un parti politique de l'opposition a porté plainte en justice contre le président Idriss Déby Itno pour haute trahison. Selon le Parti socialiste sans frontières, le chef de l'État tchadien a avoué dans un entretien accordé à des médias occidentaux que c'est la France qui a œuvré pour la révision de la Constitution en 2006, ce qui serait, selon l'opposition, une violation de l'article 60 de la loi fondamentale qui stipule que le chef de l'État veille au respect de la Constitution. Le président de la République ne saurait donc laisser un État tiers s'ingérer dans un processus de révision de la loi fondamentale. Après avoir fait l'autopsie de la fracassante déclaration du chef de l'État le 25 juin 2017, le Parti socialiste sans frontières a estimé que le chef de l'État a outrepassé, a violé la Constitution. La Constitution du Tchad a son article 60, 70 et 72. Le chef de l'État est le garant de cette Constitution qui aujourd'hui a été tripatouillée indépendamment de sa volonté par un mercenaire français. Pour la majorité présidentielle, cette plainte de l'opposition contre le chef de l'État est une manœuvre politique pour distraire l'opinion. Elle estime que c'est une mise en scène de certains partis politiques qui sont à court d'idées et en quête de popularité. Pour nous, c'est un non-événement dans la mesure où qui mieux que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a su défendre l'indépendance et la souveraineté du Tchad. Pour rappel, lorsqu'il était en désaccord avec le président Hissène Habré parce qu'il se comportait d'une manière inacceptable vis-à-vis de nos populations, il n'a pas hésité à prendre ses responsabilités. Alors que l'opposition et la majorité présidentielle se livrent à une bataille médiatique, la Haute Cour de justice, quant à elle, ne s'est toujours pas prononcée sur ce dossier. Selon certains observateurs, cette plainte de l'opposition a toutes les chances d'être déclarée irrecevable par la justice pour motif non constitué. Alors, Alfred, le président Idriss Déby Itno a déclaré que c'est la France qui a œuvré pour la révision de la Constitution au Tchad. Comment justifier, comment analyser de telles déclarations? D'abord, on peut mettre au crédit d'Idriss Déby Itno le crédit de la franchise sur les événements de 2006 qu'ils maintiennent au pouvoir. Et c'est un aveu très important. Il reconnaît effectivement qu'il y a 11 ans, il a été maintenu au pouvoir grâce à la France. Et en même temps, la révision de la Constitution, ce n'était pas de son fait parce qu'il s'était engagé à se retirer, je crois, en 2008. Mais il y a eu ces événements qui sont intervenus entre-temps et modification de la Constitution. Ça, on peut mettre à son crédit. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, là, ça nous rappelle qu'on était à cette époque-là dans la France-Afrique.
où ces genres de choses étaient possibles, où une puissance étrangère pouvait intervenir dans les affaires internes d'un État, soit pour destituer un chef d'État, soit pour le maintenir. Ça, en l'occurrence, c'est ça qui est arrivé. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce contexte-là. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le Tchad est devenu l'un des partenaires à la paix et à la sécurité, non seulement en Afrique, mais dans le monde, puisque les faits de terrorisme qui frappent l'Afrique frappent aussi le monde, et que donc c'est un partenaire incontournable. Et que donc, aujourd'hui, c'est plutôt de partenaire à partenaire que le Tchad traite avec la France, avec les autres puissances européennes ou internationales, en tout cas, sur cette question de la sécurité, du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme en Afrique sahélo-saharienne. Donc, pour moi, ce qui est intéressant dans cette interview, justement, d'Idriss Déby Itno, c'est qu'il dit un certain nombre de choses, au fond, que l'on subodorait. Justement, certains pensent que cette déclaration était une maladresse, mais si je vous suis bien, c'est-à-dire que les motivations ici du président Idriss Déby Itno étaient claires. Il avait envie de dénoncer l'ingérence dont on a souvent parlé sur ce plateau. Non, exactement. Et en même temps, c'est quand même aussi une sorte de rappel, non seulement à la France, mais aux puissances européennes, aux partenaires européens, internationaux, puisque là, l'autre enjeu de la situation, c'est le G5 Sahel qui s'est réuni et qui a besoin de moyens. Et que aujourd'hui le Tchad joue un rôle très important, mais il faut faire attention parce que si ça continue comme ça, si on ne nous finance pas, on ne nous soutient pas, par le passé on l'a fait pour me maintenir au pouvoir, c'est pas pour arriver aujourd'hui au fait qu'on ne peut plus justement assurer la sécurité des uns et des autres. En tout cas, au Tchad, ces déclarations ne passent pas pour l'opposition, qui vient d'ailleurs de déposer une plainte contre le président Idriss Déby Itno pour haute trahison. Est-ce que, selon vous, cette plainte a des chances d'aboutir? 11 ans après les faits, il y a prescription. C'est 11 ans auparavant qu'il aurait fallu justement engager une telle procédure. Sauf effectivement que l'aveu d'Idriss Déby Itno intervient aujourd'hui, 11 ans après. Il a calculé aussi l'effet que ça ferait et que juridiquement, ça serait nul et non avenu puisqu'il y a prescription. Alors, le climat sociopolitique est délétère au Tchad depuis plusieurs mois. Est-ce que, selon vous, les autorités ont pris les mesures qu'il faut pour retrouver une certaine paix sociale? Alors, là encore, on peut mettre au crédit d'Idriss Déby Itno le crédit encore de la franchise et de la vérité. Il a dit un certain nombre de choses aux Tchadiens et aux Tchadiennes, comme quoi, effectivement, avec la participation de l'armée tchadienne à toutes les opérations de paix et de sécurité en Afrique occidentale, cette participation a grevé le budget du Tchad. Et qu'aujourd'hui, le Tchad est pratiquement en cessation de paiement, que ça ne peut pas continuer comme ça, et que les Tchadiens ont raison justement de protester parce que les partenaires extérieurs doivent apporter leur contribution justement et leur appui au Tchad qui a besoin de moyens de financement importants. Ça, c'est une première chose. Deux, par rapport à la question du pétrole, là encore, et il a reconnu les errements au fond du Tchad quand Glencore a racheté les parts de la compagnie américaine de Chevron dans la production du pétrole au Tchad. Disons, au fond qu'il y a eu des errements de la part du gouvernement tchadien qui en assume la responsabilité, mais que pour le moment, il y a des urgences. C'est vraiment ces urgences de financement des partenaires extérieurs du Tchad pour permettre de sortir justement des risques de troubles sociaux au Tchad. Merci Alfred pour toutes ces précisions. Dans l'actualité également, en convoquant durant près de 2 mois un dialogue politique, le Parti démocratique gabonais espérait un dénouement heureux à la crise multiforme que traverse le Gabon depuis la présidentielle d'août 2016. Mais pour l'instant, il n'en est rien. Les détails avec Zahra Mohamed Moutio.
Un calendrier pour la mise en œuvre des mesures issues du dialogue politique est toujours attendu au Gabon, plus d'un mois après les pourparlers. Parmi les mesures, une élection présidentielle désormais à 2 tours. Une réforme réclamée par l'opposition gabonaise sur laquelle la majorité a finalement cédé. Mais le président conserve son mandat de 7 ans renouvelable indéfiniment. Président qui reste également très influent sur la Cour constitutionnelle. Il continuera de nommer 3 juges, dont le président de la Cour. Pour une partie des Gabonais, ces conclusions ne sont que superficielles. Non, martèle René Ndemezo Obiang, l'une des figures emblématiques de ce dialogue. Il n'y a pas eu une entente entre les deux parties sur la modification de cette disposition de la Constitution. Mais d'autres avancées importantes ont été obtenues en matière d'organisation des élections. Des conclusions dont la légitimité est par ailleurs toujours contestée. De ces assises, une grande partie des Gabonais retient en effet la grande absence de Jean Ping et sa coalition. Pour celui qui fut également le directeur de campagne du principal adversaire du chef de l'État, la remise en question de la légitimité du dialogue politique et de ses conclusions n'a aucune raison d'être. Il s'agissait d'initier, de discuter, d'adopter des réformes, notamment dans le domaine de l'organisation des élections, qui puissent faire en sorte que les élections à venir soient moins contestées, moins contestables, parce que mieux organisées. Par rapport à cela, tous les partis politiques qui ont accepté de venir au dialogue ont pris une part active à celui-ci. Et ceux qui ne sont pas venus ne font pas que les conclusions du dialogue soient frappées de nullité ou puissent être contestées. Ce dialogue national était censé résorber les tensions politiques nées après la présidentielle. Plus d'un mois après ces pourparlers, les fractures sont toujours là. Pour l'opposition, le pouvoir garde à l'identique les points pourtant à l'origine de la tenue de ce dialogue. Quant à Jean Ping, il maintient sa ligne. L'ancien candidat à la présidentielle se considère toujours comme le président élu. Et nous avons été rejoints sur ce plateau par M. Makaila Gelbla. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, blogueur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui veux, merci. Alors, on l'a vu dans le reportage, après plusieurs mois de pourparlers, la situation politique reste tendue au Tchad. Quel regard portez-vous au Gabon, pardon. Mais écoutez, je ne suis pas surpris de l'impasse dans laquelle le Gabon traverse depuis l'élection contestée d'Ali Bongo, et l'opposition autour de Jean Ping se mobilise avec elle, la société civile. Donc cette impasse a été créée notamment par la mauvaise foi et la mauvaise volonté politique aussi du régime en place, étant donné que les élections ont été entachées d'illégalité, ce qui a fait élire M. Ali Bongo. Aujourd'hui, l'Union européenne reste toujours mobilisée aux côtés de l'opposition démocratique, aux côtés également de la société civile gabonaise. Donc la situation au Gabon n'est pas inédite, elle n'est pas particulière à la situation générale dans la plupart des pays africains. Donc tout ce que nous souhaitons, c'est aussi l'accalmie et aussi apaiser la tension dans le pays et faire en sorte que l'opposition ait sa place dans ce contexte de crise politique qui je dirais, est dans une impasse illimitée. Alors, Alfred, le pouvoir gabonais est ferme, l'élection présidentielle, elle est terminée. Est-ce qu'il n'est pas temps, finalement, de passer à autre chose ? Je pense que la sagesse recommanderait effectivement à Jean Ping et à l'opposition radicale gabonaise de tourner la page et puis de s'inscrire justement dans les perspectives d'avenir qu'ouvrait ce dialogue malgré ses imperfections, on le reconnaît, mais il y a un certain nombre de choses qui sont proposées à l'issue de ce dialogue national qui peuvent permettre de débloquer la situation. Les grands hommes politiques sont ceux qui sont capables justement, face à l'adversité, à pouvoir assumer justement la charge de l'avenir en dépassant leur propre cas et en privilégiant l'intérêt suprême de leur pays. Et je crois qu'effectivement, Jean Ping devrait penser à tourner cette page-là. Justement, Alfred, quels sont les changements auxquels a abouti ce dialogue national et quels sont les points qui restent en suspens? Quels sont encore les points de discorde à ce jour? Alors, les points qui étaient pour l'opposition, qui a participé à ce dialogue national, qui était important, c'était la question de l'organisation des élections, scrutin à 2 tours, ça c'est à accréditer. 2, c'est la question de la Commission nationale électorale indépendante qui va être remplacée par un conseil de gestion des élections. Il y a
a eu la question des mandats des membres du Conseil constitutionnel, entre guillemets, qui est ramené justement aussi à des proportions raisonnables une fois. Et puis la question des mandats des députés et le nombre des sénateurs. Donc c'était ça, un certain nombre d'exigences qui étaient posées par cette opposition qui a participé à l'élection. Au dialogue. Pardon, au dialogue, merci. Monsieur Guelbla, une nouvelle solution de sortie de crise est évoquée par certains acteurs, une solution qui exclurait le président Ali Bongo Ondimba et Jean Ping. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne alternative? Écoutez, un peu partout sur le continent africain, on a souvent dit que les acteurs politiques qui ont marqué effectivement les tensions politiques, la crise et qui ont immobilisé un pays doivent être écartés du jeu politique pour permettre aux différents acteurs à participer de façon, comme l'a dit Alfred, pour une résolution pacifique de la crise. Or, aujourd'hui, Ali Bongo est un poids lourd, c'est un acteur, un problème de la crise gabonaise, autant que Jean Ping. Donc, moi, je pourrais aussi avancer cette analyse, je pourrais partager la même analyse que ces observateurs gabonais et étrangers pour évacuer. Mais est-ce que nous avons, ou nous, effectivement, le mandat de faire, je dirais, écarter Ali Bongo et Jean Ping de la crise aujourd'hui au Gabon, étant donné que de part et d'autre, ils ont des parties prenantes, ils ont aussi derrière eux de foule, ils ont derrière également des C'est-à-dire que c'est une option qui n'est pas réaliste? Une option, de mon point de vue, qui n'est pas réaliste, étant donné qu'Ali Bongo a derrière lui l'armée et toute une armada derrière lui, aussi la composante union-africaine qui ne joue pas franc jeu dans les dialogues, dans les crises africaines. Donc on est vraiment sceptique. Alfred? Oui, je crois effectivement que là, Guelbla dit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des crises comme ça, l'Union africaine est absente. Mais non seulement l'Union africaine, mais là, en l'occurrence, la CEMAC. On n'a pas vu ces organisations continentales et puis régionales prendre leurs responsabilités pour essayer justement de trouver une issue pacifique à cette crise-là. Aujourd'hui, on est dans l'impasse. Et c'est vrai que personne ne va déloger, déboulonner Ali Bongo. Ondimba, lui, il s'accroche, il dit « j'y suis, j'y reste ». Donc, si on veut sortir de l'impasse, on accepte les nouvelles règles du jeu qui vont se mettre en place pour aller vers les futures élections à venir dans 5 ans. Et puis comme ça, on verra. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite. Eh oui.